Ouf, c'est pas grave, ça, vous souciez pas de ça. Bonjour Sophie. Bonjour Katharina. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre petite série dédiée au dossier, mon dossier France Compétences. Alors, on sent que c'est les vacances qui approchent, c'est l'été. On est un comité restreint, mais c'est très chouette au contraire. Et merci de nous rejoindre et d'être là surtout. Bonjour à tous. Voilà. Et là où je dis c'est chouette qu'on soit un petit comité parce que ça va permettre aussi aux personnes alors nouvellement qui nous rejoignent ou qui ont l'habitude de communiquer via le chat à droite de votre écran, de poser toutes les questions que vous voulez. Et on va pouvoir prendre le temps aussi de répondre aux questions parce que c'est vrai que quand on est très très nombreux, ben, faut qu'on avance aussi dans le programme du webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat sur la droite de votre écran pour poser vos questions et interagir. Sophie, je vais vous laisser vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet du jour. Ok. Donc, Sophie Gillard, je suis la responsable administrative du centre de formation Bel-Ongle Formation à Beaucaire. Donc, un centre de formation spécialisé dans la pose de prothèses ongulaires. Voilà. Et qui a reçu une bonne nouvelle le mois dernier. Voilà. Et très fraîchement certificateur. Donc, depuis la fin du mois de mai, on a eu la bonne nouvelle. Après une longue procédure, puisque ça faisait 4 ans qu'on avait entamé le processus, et donc 4 dossiers déposés auprès de France Compétences. Ah, donc ça a été un long parcours, voilà, clairement, avec des ajustements. Tout à fait. Et puis la recherche, la compréhension aussi des exigences de France Compétences. Donc voilà, c'est le décryptage qu'on a commencé seul. Et on a appris, mais c'est vrai que se faire accompagner après par vous, puisque vous êtes arrivé à mi-parcours, voire même plutôt à la fin. Et c'est vrai que l'accompagnement nous a permis en fait de faire la différence, déjà de comprendre beaucoup de choses, décrypter les attendus et fournir les documents qu'il fallait, avec la réflexion surtout. Ça nous a beaucoup drivé sur la réflexion qu'on devait avoir sur la mise en place de la certification, en fait. Des choses qui étaient évidentes, mais qu'on avait du mal à formaliser. Voilà. Et c'est tout le principe, c'est ça, c'est la formalisation, parce qu'à fois, on peut être plein de bonnes intentions, et c'est très majoritairement le cas. Enfin voilà, on veut bien faire les choses, etc. Après, c'est ce formalisme aussi qui parfois voilà, peut faire un petit peu défaut. Et dès lors qu'on a le cadre et surtout qu'on comprend les attentes, forcément, c'est plus simple. Voilà, donc pour ma part, Katharina Fossati, donc consultante en ingénierie, qualité de la formation et de la certification. Je m'y tiens maintenant depuis presque 2 ans à faire des webinaires tous les mois sur les différents sujets, vraiment focus sur la certification. Bon, même si derrière, il y a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la formation. Enfin voilà, c'est un univers dans lequel je baigne. Enfin, j'ai commencé ma carrière là-dedans et je crois que je la finirai là-dedans, par passion pour ce que je fais et de la transmission aussi quelque part. Et donc, via les webinaires, on essaie de vulgariser un maximum de choses. D'ailleurs, au passage, si dans le chat, vous voulez nous mettre aussi des petites suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce secteur, dans cette thématique, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est aussi là-dessus que reposent les sujets des prochains webinaires. Alors, le sujet du jour, c'est l'un des... alors, j'aime pas trop employer ce terme, mais on va l'employer quand même, l'un des livrables, enfin voilà, l'un des documents qu'on doit fournir dans le cadre d'une demande d'enregistrement auprès de France Compétences, que je vais résumer sous l'appellation procédure d'assurance qualité. Mais après, attention, ça c'est une expression que j'emploie, une désignation que j'emploie, mais qui n'est pas forcément la seule et unique. Ce fameux registre, documents, règlement de certification, règlement d'évaluation. Bon, enfin voilà, on voit d'un certificateur à un autre que il peut revêtir différentes appellations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner un cadre, un formalisme, et donner finalement une référence sur laquelle se baser pour plein de raisons différentes, justement, que l'on va aborder dans le programme de notre petit webinaire du jour. Alors justement, on va passer en revue dans un premier temps le périmètre du sujet. Comme à mon habitude, je vais faire des petits rappels. Je pense que ceux qui ont l'habitude de nous suivre
ils vont finir par apprendre par cœur ce que je répète à chaque fois. On va se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire figurer dans cette fameuse procédure, dans ce fameux document. Finalement, voilà, comment est-ce que j'organise tout ça, qu'est-ce que je dois dire, comment est-ce que je dois le présenter. On va essayer de donner quelques exemples. Et ensuite, on verra comment garantir la mise en œuvre des règles qui encadrent la certification, parce qu'en fait, au-delà de dire ce que je vais faire, il faut aussi prouver qu'on l'a fait. Et ça, c'est un vrai sujet. J'ai envie de dire encore plus depuis le dernier décret d'ici juin concernant l'élaboration des dossiers, enfin, en tout cas la certification. Encore une fois, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, voyons voir un peu cette procédure d'assurance qualité, périmètre et contexte du sujet. Alors, je commence toujours par des petits points de rappel. Une certification n'est pas une formation. Voilà. Même si les deux sont globalement très liés. Enfin, vous le voyez, hein, chez Bellongle, voilà, on a un parcours de formation au cours duquel des personnes dans une cible professionnelle vont apprendre toutes sortes de techniques de prothèses ongulaires, enfin voilà, toutes sortes de techniques. Donc tout ça, ça s'apprend via une transmission de connaissances et de compétences. Et puis à la fin de ce parcours, il va y avoir une évaluation de compétences. Et ça, c'est tout l'enjeu de la certification, c'est qu'on va, à travers la certification, se concentrer, faire un focus sur l'évaluation de ces compétences en faisant intervenir des personnes hors contexte formation. Donc il ne s'agit pas du formateur, il s'agit vraiment d'un jury indépendant et qui va en s'appuyant sur une grille d'évaluation, sur des critères d'évaluation, passer en revue chacune des compétences acquises et vérifier que l'apprenant, qui n'est plus un apprenant à ce stade, mais qui est un candidat, maîtrise bien ses compétences et donc qu'il est apte à se lancer sur le marché du travail avec l'utilisation, enfin avec ses moyens, hein, ses nouvelles cordes à son arc et qu'il va pouvoir effectuer ses gestes professionnels. Voilà, donc quand on est dans une certification, on n'est pas dans une logique d'ingénierie formative. Et donc, quand on parle de procédure d'assurance qualité, il ne s'agit pas, par exemple, ici, de fournir, par exemple, un règlement de formation. Règlement de formation qui, demeurant, est l'un des éléments qui potentiellement est passé en revue dans le cadre d'un audit Calliope quand on se fait auditer. Hein, voilà. Le règlement de formation, c'est quelque chose qu'on transmet aux apprenants. Le règlement de certification, c'est quelque chose qu'on va transmettre aux candidats. Donc, on est sur deux volets différents. Et c'est une distinction qui, à mon sens, est très importante parce que, par expérience, c'est une erreur qu'on avait faite, notamment sur notre premier dossier qu'on avait posé, c'est qu'on avait fait cet amalgame. Et forcément, en fait, c'est pas passé, quoi. Parce que on avait présenté dans la certification, mais aussi on avait mis en avant toute justement l'ingénierie formative. Et la distinction n'était pas claire, en fait, sur notre dossier. Et c'est quelque chose qui paraît très banal, mais qui, pour moi, a tout son sens. En tout cas, on en a fait les frais. Oui, disons qu'en tout cas, c'est une erreur qui est très courante. Quand on a des porteurs de projets qui nous sollicitent pour de la relecture de dossier, parce que c'est souvent là que les choses démarrent, on essuie un refus, on dit « Ah mince, mais pourquoi j'ai essuyé un refus, je ne comprends pas, etc. » On sollicite un consultant. Et voilà, et c'est souvent à ce niveau-là, bon, je ne vais pas dire que c'est l'intégralité des cas, bien loin de là, mais quand même une très grande majorité où il y a cette confusion, cet amalgame, ou en tout cas, si c'est clair dans l'esprit du porteur de projet, la différence entre formation et certification, sur le papier, ça ne l'est pas toujours. Ouais. L'instructeur, lui, il reçoit qu'un dossier. En fait, il n'y a pas d'échange, hormis lors du SAV, on va dire, hein, du rendez-vous, malheureusement, post-instruction. Mais en amont, il n'y a pas d'échange. Donc, on n'a pas l'occasion de lui exposer la compréhension de cette différence. Donc, il faut que ce soit très, très clair sur le papier. C'est pour ça que... Alors, j'insiste vraiment, je remets toujours la même slide, hein, d'ailleurs, dans les webinaires, mais vraiment faire la différence. Et il faut que ce soit très clair entre certification et formation, parce que du coup, tout ce qu'on fournit au dossier ne concerne vraiment, on fait un focus sur la certification. On peut faire le lien, on peut expliquer le lien avec la formation, mais c'est la certification qui fait l'objet du dossier et donc de cette fameuse procédure d'assurance qualité. Petit rappel très... rapide. Ah, tiens, on a Naomi qui nous dit « Je n'entends rien, c'est normal ?» Non, c'est pas normal, Naomi. Petit problème technique.
Alors, je vais peut-être demander à mes collaborateurs, Simon, Clara, d'aller jeter un œil du côté de Naomi, voir comment on peut l'aider. Et Sabine qui pose une question. Le règlement présente des éléments relatifs à l'organisation et au process interne qui me semble étonnant de partager avec les candidats. Ah, très bonne remarque, Sabine. Justement, on va en parler. Alors, je vais vous parler, moi, de comment j'ai l'habitude de traiter ce sujet-là. J'insiste bien sur une chose, ça c'est ma manière de procéder. Chaque consultant pourra peut-être donner des trucs et astuces, en tout cas des pistes différentes, et je me mets à la place des instructeurs là, de France Compétences qui, d'un dossier à l'autre, voient apparaître des manières de présenter les choses différentes. Donc là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais tenter de dissocier ce que moi je fais, j'ai l'habitude de faire, qui pourtant, c'est pas parce que moi je fais ça que forcément c'est la seule voie possible. Voilà, là où je veux vous sensibiliser, il n'y a pas une manière de faire, potentiellement, il pourrait y en avoir plusieurs. Ok. Voilà, donc avant d'aborder ce point-là, quelques rappels des différences entre les deux répertoires. Quand on fait une demande d'enregistrement auprès de France Compétences, on peut faire une demande d'enregistrement à l'un ou l'autre répertoire, le RS ou le RNCP. Le RNCP enregistre des métiers, en tout cas des groupes de métiers homogènes, et doit respecter 9 critères. Alors 9 critères maintenant, j'ai presque envie de dire à tiroir, puisque quand on regarde le décret du 6 juin, on voit qu'il y a presque des sous-critères dans les critères, mais et c'est du bon sens. En fait, pour moi, ce sont vraiment des précisions. Tandis qu'au RS, on n'enregistre pas des métiers, on va enregistrer des compétences complémentaires à des métiers, parfois des compétences un petit peu plus transversales, mais en tout cas, voilà, on n'est pas sur un enregistrement métier, mais des compétences complémentaires en métier, et dans ce cadre-là, on doit répondre non pas à 9 critères, mais à 6, pareil, à tiroir maintenant, avec les précisions du décret du 6 juin. Et ça, tenir compte de ces critères et la compréhension de ces critères, c'est primordial pour bien aussi cadrer ce qu'on va mettre dans le dossier et la manière dont on va le présenter. Bel ongle, on est plutôt quoi? RS ou RNCP? Alors, justement, donc on est au RS, mais c'est pareil, c'est une question qui s'était posée dès le premier dossier. Et les réponses de France Compétences étaient un peu floues au départ parce que la prothésie ongulaire, aujourd'hui, on le voit partout. Il suffit d'aller dans n'importe quelle rue de n'importe quelle grande ou moyenne ville. Il y a des ongleries vraiment spécialisées en pose de prothèse, en onglerie. Or, France Compétences ne considère pas cela comme un métier, mais comme une activité. Donc, voilà, il a fallu qu'on bâtisse tout le dossier autour de ça, en faisant attention aux termes qu'on utilisait. Mais pour eux, ils avaient leur propre appréciation de la chose. Donc, il a fallu, après le premier dossier, changer de direction et vraiment faire attention au fait que ça soit une activité et pas un métier, en fait, à part entière, pour eux. Oui, et ça posait aussi la question de la cible professionnelle, à qui s'adresse le projet de certification. Grosso modo, si ça s'adressait à madame, monsieur, tout le monde, et qu'on parlait de reconversion professionnelle dans le dossier ou d'apprentissage, et parfois on le voit, dans des dossiers RS, on parle d'apprentissage métier. Là, clairement, tout de suite, ça interroge au niveau de l'instruction, de dire mais est-ce qu'on ne se serait pas trompé de répertoire? Et donc, il y a une manière effectivement d'aborder les choses pour orienter un dossier plus sur du RNCP ou sur du RS, outre le côté, j'ai envie de dire, technique, de la construction même du référentiel qui est différente. Bon, c'est pas l'objet du jour, donc je vais passer à la suite, mais enfin voilà, si vous avez des questions là-dessus, si on arrive à les traiter aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. Sinon, évidemment, vous pouvez nous contacter en off sur ces sujets-là. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de procédure d'assurance qualité? On va donner une espèce de définition commune. Donc, quel que soit le répertoire, qu'on soit au RS ou qu'on soit au RNCP, le certificateur, futur certificateur, doit formaliser une procédure garantissant la qualité du processus de certification. Bon, alors pour les qualiticiens, c'est très clair, et puis pour les autres, ça l'est peut-être un petit peu moins. Donc, en gros, c'est un document qui va faire référence. Donc, c'est un document qui va exposer clairement le fonctionnement de la certification et qui va anticiper tous les cas de figure. Enfin, en tout cas, presque tous les cas de figure. Et tout ce qu'il contient doit être appliqué à la lettre. Donc, c'est pas, je vais réinsister dessus plusieurs fois, c'est pas juste du déclaratif, c'est pas juste dire on fait les choses comme ça. C'est non, on les fait, on a prouvé qu'on les fait, on a testé le dispositif, et ça, c'est très important, et on applique. Donc, en gros,
c'est un règlement, hein, une procédure d'assurance qualité, c'est s'il se passe ça, alors on va faire ça. Je vous donne des exemples. Si j'ai un candidat en situation de handicap, voilà quelle est la procédure à suivre pour répondre. Donc, par exemple, on va lui demander une attestation, un élément de preuve, et on va peut-être réunir l'équipe en interne pour voir comment on peut aménager l'épreuve. Mais c'est pas si, c'est dans tous les projets de certification, on doit déterminer le profil de nos jurys. Donc, quel est ce profil? Je ne parle pas des noms, prénoms des personnes, parce que ça peut changer d'un jury à un autre, mais quel est le profil de ces personnes? Est-ce qu'il y a un nombre d'années minimal d'expérience? Est-ce que, je ne sais pas, il y a un diplôme à avoir? Est-ce que la personne doit travailler dans tel secteur? Bon, et comment est-ce qu'on les recrute, ces jurys? Comment est-ce qu'on les recrute et comment est-ce qu'on les briefe, par exemple, en vue des évaluations pour qu'ils soient parfaitement au clair le jour J. Ça, c'est des exemples, on va y revenir. Donc tout ça, ça va être formalisé dans un document qui vise à démontrer que, et c'est ça qu'il faut retenir, la certification délivrée, elle a été délivrée de manière fiable, équitable, traçable. D'accord ? Rien n'est laissé au hasard. Donc le certificateur, il respecte vraiment des standards qualité qu'il a lui-même posés. En les présentant à France Compétences, quelque part, c'est aussi montrer son engagement en disant, voilà, tout ce qui est écrit là, je m'engage à le faire. Mais au-delà de je m'engage à le faire, c'est je l'ai déjà fait et je sais que ça fonctionne. Je sais que ma certification, elle est cadrée par ça. Alors, Sophie, vous, concrètement, comment ça s'est passé, cette formalisation et cette vérification de est-ce que mon process fonctionne? Alors, on avait testé en fait le processus de certification avant de le poser chez France Compétences et même pendant l'instruction parce qu'elle a été longue, donc ça nous a permis en fait d'affiner un petit peu toutes ces procédures-là et de renseigner ce qui nous paraissait le plus pertinent pour le règlement en fait. Voilà, donc on a tout passé, donc que ça soit pour justement le recrutement du jury, la façon dont est délivrée la certification, les dysfonctionnements qu'on peut éventuellement rencontrer. On n'en a jamais eu encore à ce jour, mais il faut le prévoir. Notamment en plus, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais quand on a des partenaires, quand on habilite des partenaires. Donc voilà, tout ça avait été testé en amont et du coup formalisé après sur ce document-là. Ouais. Voilà, donc pardon pour l'analogie, mais c'est un peu c'est les règles du jeu de la certification que l'on pose. Quand on va ouvrir une boîte d'un jeu de société, c'est très bizarre comme comparaison, mais on va ouvrir une boîte de jeux de société, on ne connaît pas la règle, comment on joue, dans quel ordre ça se fait. Il faut bien établir des règles pour savoir qui peut jouer, comment, à quel moment, comment est-ce que je gagne et qu'est-ce qui se passe si je fais ça, potentiellement je perds. Le règlement de certification, c'est un peu l'image, c'est un peu l'idée. Du moment que tout ça est posé, tout ça est rédigé, finalement, il n'y a plus de surprise. C'est qu'on sait quoi faire quand il y a un dysfonctionnement, on sait quoi faire pour que tout se déroule au mieux. Ça peut être aussi des choses bêtes comme combien de temps à l'avance je dois réunir tous les éléments du dossier d'un candidat pour que administrativement j'ai le temps de le traiter et que les choses se fassent bien pour que le candidat il soit lui-même à la fois prêt à passer ses examens et que moi, en interne, et je parle bien d'un point de vue administratif, j'ai le temps de tout traiter. Il y a des certificateurs qui estiment que même 5 jours avant la session d'évaluation, c'est OK, et d'autres parce que on est sur des modalités d'évaluation plus complexes. Enfin voilà, il peut y avoir différentes choses. C'est pas 5 jours, ce sera 30 jours, par exemple. Mais là encore, il n'y a pas de règle en la matière. C'est pas parce qu'on va mettre 5 ou 30 qu'on est plus ou moins qualitatif. C'est pas du tout ça l'idée. C'est simplement, faut en être conscient pour que le système fonctionne. Parce que tout simplement, si admettons, votre projet est enregistré, la certification, on est super content parce qu'on l'a obtenue, au moment où on reçoit la bonne nouvelle, c'est champagne. Mais après, il faut la faire vivre. Et là, si on n'a pas testé le dispositif et si on ne respecte pas les règles qu'on a posées au départ, tout simplement, on risque fort de ne pas être renouvelé, voire même en amont de voir sa certification suspendue.
Ce qui serait quand même dommage parce que bon, c'est quand même pas mal de temps passé sur un dossier. Et voilà. Voilà, donc toutes ces définitions, tout ce cadre que vous allez donner dans ces documents, enfin ceux ou ces documents, c'est vraiment un critère d'évaluation à part entière. C'est vraiment analysé lors de l'instruction du dossier. Et quand il y a des incohérences, peut-être que parmi vous, et d'ailleurs, tiens, je vous pose une petite question, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec un instructeur lors d'un échange post-instruction, dans le cadre d'un refus? Est-ce que c'est un point qui a été mis en avant? Parce que les instructeurs lisent vraiment en détail, mais l'analyse, elle est vraiment très poussée. C'est vraiment, ils vont tout regarder et parfois ils vont relever certaines incohérences en disant mais là vous avez dit ça et 2 pages plus loin vous dites l'inverse. Donc après ils sont pas là pour vous donner des conseils. On dit vous devriez plutôt faire. De toute façon ils sont pas le droit, hein, c'est pas dans leur prérogative. Mais, par contre ils vont pointer cette incohérence en disant vous voyez là cette contradiction, ben ça donne pas confiance dans le dossier. Donc voilà pourquoi tout doit être parfaitement clair. Hop, on va poursuivre ici. Voilà, donc dans le contenu, donc c'est un contenu qu'il faut respecter. Hein, donc, comme je disais, c'est pas une simple déclaration. C'est une fois qu'on a dit qu'on fait les choses, eh bien, il faut les faire. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est quand même, cette procédure, c'est quand même quelque chose de très confortable parce qu'elle va faciliter la vie du certificateur. Elle offre des repères. C'est un mode d'emploi. C'est vraiment notre règle du jeu, c'est notre guide. Donc, c'est un mode d'emploi à partir du moment qu'on a dit qu'on faisait. Et puis, on peut même se projeter. Le jour où on recrute, pourquoi pas, un ou des collaborateurs qui vont rejoindre l'aventure de la vie, de l'activité certificative, eh bien, en schématisant, il suffit de lire la procédure pour comprendre comment tout cela fonctionne et pour que tout le monde travaille selon les mêmes standards. Voilà, donc c'est vraiment un document qui va offrir des repères à la fois pour les membres de l'organisme certificateur, pour les jurys d'évaluation, de certification, pour les candidats. Et donc là, on répondra, je crois que c'est Sabine qui a posé la question, comment on va différencier les choses. Bref, c'est une espèce de FAQ à lui tout seul, hein, ce document. En principe, toutes les réponses se trouvent là. Donc, ça rend vraiment le travail du certificateur plus confortable, même si, quand on travaille sur ce document-là, la plupart des porteurs de projets me disent « mais tout ça, il faut vraiment prévoir tout ça ?» Mais oui, ces questions-là, je ne sais pas si vous, Sophie, c'est l'impression que ça vous a fait. Mais alors, c'est ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas intégré sur nos premiers dossiers, donc qu'on a formalisé sur les 2 derniers, je crois, quand vous nous avez accompagnés. Et effectivement, comme je disais au début, en fait, ça permet de formaliser des choses qui semblent évidentes, en fait, parce qu'on avait testé, parce qu'on avait essayé, parce qu'en plus, on a été nous-mêmes habilités à organiser. Donc, entre-temps, on a testé d'autres processus certificatifs. Et du coup, ça nous a permis en fait ça permet en tout cas de poser un cadre. Et alors oui, c'est pas rigolo à faire, c'est pas le dossier le plus intéressant à faire. Mais j'avoue que là, en étant aujourd'hui certificateur, je suis bien contente qu'il existe. Parce que ça me permet en fait d'appliquer vraiment tout ce qu'on avait prévu. On a eu des demandes de partenariat très rapidement, donc là je suis en train d'y répondre. Et c'est vrai que voilà, d'avoir ce support-là, en fait, ça me permet de répondre facilement à toutes les demandes et de cadrer comme il faut, parce que c'est tout l'intérêt. Il faut cadrer, il faut s'assurer de la qualité de la certification, et puis comme je dis tout le temps, être en cas de contrôle, il faut être carré et pas sortir du cadre. Donc ce document-là, il est hyper important. Et j'avais sous-estimé son importance à la création du dossier, et je m'aperçois aujourd'hui que faire l'impasse, c'est une très mauvaise idée. Totalement. Enfin, en tout cas, voilà, c'est. Alors, Véronique qui demande, est-ce que vous pourriez donner une trame de ce qui doit figurer dans le règlement de certification? Alors, vous donnez en tant que tel une trame, alors non, puisque c'est un peu le fruit de plusieurs années de travail. En revanche, je vais passer en revue, ne serait-ce qu'oralement, certains points. Mais en tout cas, vous me direz si déjà ça répond, parce que je crois comprendre dans votre question que vous avez besoin en fait
visualiser, enfin de comprendre ce qu'on met là-dedans. Donc voilà, je vais vous donner des éléments qui, j'espère, seront probants. Et juste, alors Clara, effectivement, met dans le chat un petit commentaire. Clara, c'est ma collaboratrice, ma super collaboratrice. On fait des ateliers sur ce sujet pour ceux que ça intéresse. Bon, je fais une petite parenthèse. Alors, ce sont des ateliers payants, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en tout petit groupe, maximum 6 personnes, et on travaille sur des bases documentaires que j'ai élaborées, que je vous partage, mais que je vous partage au regard de ce que vous pourriez produire. Tous les règlements, bon, même si on retrouve évidemment des points communs dans tous les règlements de tous les certificateurs, ça c'est indéniable, ils sont aussi totalement adaptés à chaque certificateur. Faire un copier-coller serait une hérésie en fait, parce que tous les certificateurs ne fonctionnent pas du tout de la même façon, enfin pas du tout. En tout cas, simplement parce que les modalités d'évaluation de la certification ne sont pas les mêmes d'un certificateur à l'autre. Et voilà, donc ça doit être vraiment totalement personnalisé. Voilà, donc vous me direz après, vous me ferez un retour si vous avez besoin de précisions supplémentaires. Alors justement, qu'est-ce qu'elle doit inclure notre procédure d'assurance qualité? Alors, hop, voilà. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Dans ma façon de faire, je dis bien dans ma façon de faire, et je ne suis pas parole d'évangile, mais en tout cas, ça fait ses preuves plusieurs dizaines de reprises, c'est que je dissocie assurance qualité et règlement de certification. Mais c'est pas une obligation en soi. Alors, pourquoi je dissocie ces deux documents? Simplement parce que d'un côté, moi c'est comme ça que je visualise les choses, c'est pas la même cible, c'est pas la même destination. Les destinataires sont pas tout à fait les mêmes. On a une organisation interne. On a en interne des collaborateurs au sein de l'organisme certificateur, des collaborateurs aussi qui peuvent se succéder, qui peuvent changer, parce que l'organigramme, c'est vivant, hein, ça évolue. On va avoir ponctuellement, régulièrement besoin de jurys d'évaluation et qui ne sont pas forcément toujours les mêmes non plus. Voilà, donc on a une espèce de microcosme interne à qui on va donner cette référence, cette procédure d'assurance qualité dans laquelle on va établir des règles de voilà comment on va habiliter les jurys, voilà combien de temps à l'avance on doit organiser telle chose, voilà combien de temps après maximum on doit, je donne des exemples, éditer les PV de jury, voilà combien de temps après les délibérations on doit envoyer le parchemin, voilà, tout un ensemble de choses. Et puis, il y a quand même une partie prenante dans l'histoire qui est essentielle et qui est directement concernée par la certification, c'est les candidats, en fait, c'est les candidats et futurs titulaires, enfin en tout cas ceux qu'on espère voir devenir des titulaires. Donc les candidats à l'examen, eux, il y a peut-être des focus à faire sur certains points de la certification, du règlement de certification, en gros, savoir à quelle sauce ils vont être mangés le jour de l'examen, et ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, notamment qu'est-ce qui se passe en cas de fraude, et qu'est-ce qui se passe quand il y a un complice dans la fraude, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Est-ce qu'on les bannit de la certification? Est-ce qu'on on dit qu'ils sont suspendus, enfin ils ne peuvent pas passer la certification, par exemple, pendant une certaine durée? Voilà, c'est autant de choses qu'on va prévoir, mais l'accent ne va pas tout à fait être mis de la même façon dans les deux documents. Moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de présenter les choses, mais encore une fois, on pourrait très bien fondre tout ça dans un seul et même document, et en soi, ça ne poserait pas problème. Et pourquoi pas aussi le décliner par la suite, c'est-à-dire déposer un seul et même document auprès de France Compétences et dissocier, décliner dans des documents différents au moment de la mise en œuvre dans l'organisme, enfin, dans la vie de l'organisme de certification. Donc voilà, hein, je précise bien ça. Donc pas une manière de faire, mais potentiellement plusieurs. Bref, c'est une habitude qu'on prend. Enfin, du coup, voilà, ça semble assez confortable, mais après, encore une fois, chacun fait comme il le souhaite. Le tout, c'est que dans ces documents, on doit trouver, il y a des informations à côté desquelles on ne peut pas passer, notamment les prérequis et conditions d'accès à la certification, mais aussi à la formation qui prépare à la certification, puisque selon la nature, le sujet même de la certification, il pourrait y avoir des prérequis pour accéder à la certification. Par exemple, on doit avoir suivi à minima 90% de la formation pour pouvoir accéder, ce n'est qu'un exemple, pour accéder à la certification.
Ou d'autres certificateurs pourraient exiger non, c'est l'intégralité de la formation, parfois ça pourrait être un peu moins, pourquoi pas. Il pourrait y avoir d'autres prérequis, avoir effectué telle chose, avoir une attestation de... Enfin, bref, peu importe, mais il pourrait y avoir des prérequis qui potentiellement ne sont pas les mêmes, évidemment, que ceux de la formation, parce qu'on pourrait aussi exiger à l'entrée à la formation des prérequis, si on est sur du RS, des prérequis métiers. Pour entrer en formation 2, il faut être un professionnel 2, par exemple, pour bien préciser que cette certification, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est des choses qui doivent être très clairement établies. Et que France Compétences regarde de près, ce qui est tout à fait normal. On va voir aussi les modalités relatives au déroulement de la certification. Comment les choses doivent se dérouler en termes d'organisation et de qui fait quoi. Quand je dis qui fait quoi, c'est en termes de fonction. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas des noms, prénoms. Il y a un organigramme pour ça, mais c'est en termes de fonction. En termes de calendrier, pourquoi pas. En termes d'aménagement d'épreuves. Si vous lisez le décret, alors l'accent est d'autant plus mis sur la construction des référentiels, mais c'est aussi valable finalement, et fort heureusement d'ailleurs, dans la vie même de la certification. Quand on dit oui, si j'ai une personne en situation de handicap, je vais aménager les épreuves, mais en fait, il faut se poser la question avant, comment je vais faire pour aménager les épreuves? Donc, il y a autant de situations de handicap que de personnes en situation de handicap. On ne peut pas faire quelque chose de totalement exhaustif, etc. Mais il faut quand même se poser des questions. Est-ce que j'ai pris contact avec des organismes qui pourront m'aider, peut-être potentiellement la GFIP ou autre? Est-ce que je peux solliciter l'aide d'un interprète? Est-ce que je peux aménager la salle? Est-ce que si je ne peux pas faire en présentiel, est-ce que je peux envisager une évaluation en distanciel? Bref, c'est autant de choses qu'il faut anticiper. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce cas de figure, Sophie. Non, je réfléchissais. Alors, c'est prévu, tout est prévu. Et puis Calliope aussi impose pas mal de choses, en tout cas pour le côté formation. Mais on n'a jamais eu d'aménagement particulier. En tout cas, tout est prévu si jamais on devait faire face à un tel cas. Et c'est très rassurant aussi, parce que si on, sur de la prothèse ongulaire, on a une personne qui vient en disant, moi là, je suis dans telle situation, enfin, peu importe laquelle d'ailleurs, tout de suite, on va pas se dire, bon, j'ai anticipé cette situation, j'ai peut-être pas la réponse là tout de suite, mais en tout cas, je sais à qui m'adresser pour trouver des réponses. Voilà, c'est encore une fois, on n'a pas toujours la science infuse sur tous les sujets, mais en tout cas, on sait où chercher des réponses, et ça, c'est déjà très précieux. Complètement. On va trouver aussi côté discipline-sanction. Alors, quand je dis discipline-sanction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, en cas de fraude. Selon la nature de vos évaluations, est-ce que vous avez prévu ce qui se passerait si, dans le cadre d'un écrit, un candidat avait recours à l'intelligence artificielle? Ça, c'est un vrai sujet, l'intelligence artificielle, parce que soit on se dit, non, c'est une solution de facilité, donc on peut considérer que c'est comme de la triche, soit on se dit, en fait, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse évoluer au niveau de mes modalités d'évaluation, parce que de plus en plus, un professionnel est amené à utiliser l'IA, non pas pour solution de facilité, mais pour, ne serait-ce que pour, un savoir-faire technique que représenterait la maîtrise d'un prompt pour avoir des réponses cohérentes de la part de l'IA que l'on utilise. Donc, mais tout ça, encore une fois, ça s'anticipe, parce que si vous avez votre jury d'évaluation qui vous fait remonter, en fait, sur 10 copies, il y en a 9, je vois clairement que c'est une IA, c'est pas là qu'il faut se poser la question de est-ce que j'attribue pas la certification. C'est bien en amont qu'il faut se la poser. Donc, encore une fois, je pense que je vais répéter 100 fois le mot anticipation, mais c'est vraiment ça le sujet. Je regarde au passage les petits commentaires. Alors oui, voilà, Dominique qui dit, je fais comme vous, 2 documents. Voilà, donc c'est une manière de faire, en tout cas, très bien. Merci beaucoup, Lucie, pour le retour. Sabine, nous en avons et ça passe par nos référents handicap. Très bien, oui, effectivement, le référent handicap. Alors là, c'est pareil, quand on est certificateur, on n'est pas forcément organisme de formation. Mais si on est organisme de formation, on est déjà bien rodé à l'exercice de la prise en compte du handicap, parce qu'on a, en principe, un référent handicap
qui a ses compétences aussi pour, encore une fois, avoir la bonne réflexion et anticiper et apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de l'assurance qualité dans le cadre de la certification. J'ai fait référence pour le handicap au document Calliope, cela a été refusé par France Compétences. Oui, alors attention, parce que ce que l'on met en place pour faire des aménagements dans le cadre de la formation ne sont pas forcément les aménagements que l'on ferait dans le cadre de la certification. Entendons par certification l'organisation des épreuves. Donc, il faudrait voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui a été pointé du doigt par France Compétences, mais voilà, potentiellement, selon la manière dont ça a été présenté, effectivement, ça peut être un point bloquant. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans notre règlement de certif? L'émission du jury. Alors, ça, c'est... Mettons-nous à la place du candidat. Le candidat qui sort de sa formation et qui, pendant la formation, a été briefé. On lui a dit, à la fin de la formation, attention, il y a un examen à passer. Il y a des évaluations certificatives. Ouh là là, donc il commence un petit peu à avoir chaud et puis il va poser des questions. Mais comment ça se passe? Vous savez, en plus, en tant qu'adulte, l'évaluation, c'est pas... quand il faut retourner sur les bancs de l'école, c'est pas toujours simple. Enfin, je ne sais pas dans le cadre de la prothèse angulaire si c'est... C'est pareil. Ouais. Elles n'ont que 2 semaines de formation. Donc, le dernier jour est une demi-journée consacrée à la certification. Et c'est vrai que ouais, ça fait des gouttes, hein, quel que soit l'âge ou le profil. Mais il y a quand même un plaisir, malgré tout, de passer l'examen, mais ouais, elles sont très stressées. Et Nathalie, donc, qui est la responsable du centre de formation et qui assure toutes les formations, les prépare dès leur entrée en formation au passage de cette certification, mais voilà, vraiment aussi dans le mental, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas que dans la compétence, c'est aussi les accompagner à aller vers un examen, parce que tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est ça. Quelque part, le mot fait un peu peur, mais en fait, finalement, ce règlement de certification qu'on va, par exemple, fournir aux candidats au moment de la convocation à la certification ou carrément dès l'inscription à la formation. Bon, après, il faut voir si on noie l'apprenant futur candidat sous une masse trop importante de formation, peut-être qu'au bout d'un moment, il va plus dissocier. Ou alors, règlement de formation, règlement de certification, ça va faire un petit peu beaucoup, mais bon. Donc, c'est toujours intéressant d'envoyer le règlement de certif avec la convocation à l'examen, parce que, encore une fois, hein, on va lui rappeler un petit peu les règles du jeu, même si en amont, pendant la formation, on va lui dire, l'examen, ça va se passer comme ça, on va déjà un petit peu le briefer, mais là, c'est écrit noir sur blanc. Et on va notamment lui dire, les missions du jury. Mais parmi les missions du jury, bien sûr, il y a la mission d'évaluation, mais il y a aussi la posture du jury qui va, par exemple, être décrite en disant que le jury se doit de rester neutre, impartial, il ne doit avoir aucun lien avec les candidats. Donc, si on se retrouve avec un ami dans le jury, en principe, il n'est pas censé pouvoir évaluer ce candidat, puisque, il y a quelque chose qui pourrait fausser l'impartialité. Ça va être aussi le respect, une certaine distanciation sociale. Encore une fois, ça dépend des sujets de certification, mais il y a des choses comme ça qu'on peut faire figurer. Les profils des membres du jury, pour expliquer que c'est pas un jury, c'est pas quelqu'un là qu'on a croisé dans la rue et qui va intervenir dans le jury. Non, ce sont des professionnels compétents, avec une vraie expérience, qui connaissent parfaitement le référentiel, parce qu'ils y ont été sensibilisés en amont, qui vont évaluer les candidats. On va par exemple aussi préciser au candidat sa possibilité de recours s'il estime que quelque chose n'est pas allé correctement dans les évaluations, s'il s'est, je sais pas, senti lésé ou qu'il a été sous-évalué en termes de notes. Enfin, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il a comme recours? À qui est-ce qu'il peut s'adresser? Sous combien de temps? Voilà, c'est autant de choses qu'on doit pouvoir rédiger. Et puis, on va évidemment aussi émettre les conditions de réussite de la certification. Est-ce que je dois obtenir un certain score, une certaine note, combien de critères par compétence je dois réussir et combien doivent être réputés validés. Enfin, voilà, il y a, encore une fois,
il n'y a pas une manière de rédiger les choses, il y a plusieurs, mais vous voyez, ça reste, on va dire, le tronc commun, c'est des choses qu'on doit retrouver dans ce fameux règlement. Hop. On va voir aussi les conditions de suivi et d'amélioration continue de la certification. Alors, ça, c'est plutôt, moi, ce que j'inscrirais, en tout cas, dans l'autre document, dans le document vraiment qui est destiné en interne, donc ce que j'appelle, moi, procédure d'assurance qualité, mais encore une fois, peu importe le nom qu'on lui donne. Qu'est-ce que je mets en place pour m'assurer que ma certification, elle est toujours, je vais le traduire comme ça, à la page. Donc, il y a différentes façons, encore une fois, de voir les choses. Ça va être déjà son utilité concrète à travers le nombre de personnes qui ont suivi la formation, le nombre de personnes qui ont obtenu la formation et l'impact qu'a la certification sur la trajectoire professionnelle des candidats. Donc, comment je fais pour m'en assurer? En principe, je fais des enquêtes régulièrement. À l'issue de la certification, je recontacte mes titulaires pour savoir ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils utilisent bien les compétences? Voilà, on parle de prothèse angulaire, là. Est-ce que nos titulaires, est-ce qu'elles ont développé, admettons, ce sont des esthéticiennes, est-ce qu'elles ont développé cette activité au sein de leur institut? Au contraire, est-ce qu'elles proposent des prestations à domicile? Est-ce qu'elles ont été recrutées peut-être par un employeur qui cherchait spécifiquement ces compétences? Donc voilà, là, ce qu'il faut émettre, c'est vraiment ces conditions de suivi. Comment est-ce qu'on s'en assure? Et une fois qu'on a récolté de la donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Qui le traite? Est-ce que par hasard, vous avez pensé à mettre en place quelque chose qui s'apparente à un conseil de perfectionnement? Donc, des personnes qualifiées, là encore une fois, des gens du métier, qui vont pouvoir analyser ces données et se dire, tiens, là, je vais donner un exemple, pardon, très bête, et Sophie, vous m'arrêtez si je raconte n'importe quoi, mais je vois qu'il y a une nouvelle technique, une nouvelle tendance dans la prothèse ongulaire. Le pop-it, par exemple. Le pop-it, la technique de prothèse de pop-it, qu'on ne certifie pas aujourd'hui, mais qui est en vogue. Ouais. Exactement, bon voilà. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut que je l'intègre dans mon référentiel en tant que tel? Parce que c'est un incontournable et vraiment, il y a des effets, on le voit sur le marché du travail, et donc c'est une compétence qui doit être marquante et intégrée dans la future rénovation de mon référentiel. Donc, encore une fois, tout ça, ça doit être anticipé, prévu. Et donc, c'est des choses qu'on doit retrouver dans notre règlement de certif. Enfin, en tout cas, c'est vivement conseillé. Et je me permets d'ajouter quelque chose là-dessus, puisque notre décision d'enregistrement ORS comportait 3 pages. La dernière page était destinée, il y avait un long paragraphe de France Compétences qui nous disait de bien faire attention à certaines choses, et dont ça, en fait. Ils ont insisté sur la veille et sur le suivi de la qualité de la certification tout au long de sa vie. Donc, on a été enregistré pour 3 ans, donc on sait que ça va être observé très finement, toute cette partie-là, en tout cas. Oui. Oui, voilà, parce que comme toute certification. Alors après, attention, là encore, on met tout en place, on fait le suivi, on analyse, on s'interroge, c'est pertinent, c'est pas pertinent, mais après, on va pas faire des modifications pour faire des modifications. On fait des modifications si c'est pertinent. C'est encore une fois, une certification, c'est quelque chose qui doit être profondément ancré dans le sens et dans étroitement lié aussi à l'impact. Tout à l'heure, je parlais d'impact sur la trajectoire professionnelle, mais c'est vraiment, encore une fois, tout ce qu'on construit, c'est pour un bénéficiaire et c'est pour une évolution de professionnel. Donc, tout ça, ça doit apparaître dans les analyses. Voilà. Et point très, très, très important, les modalités d'encadrement de partenaires. Et là, j'ai souvent des porteurs de projets qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas du tout l'intention d'ouvrir ma certification au partenariat. » Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit à l'instant T. Et puis, peut-être que ça va évoluer, parce que peut-être qu'au moment de l'enregistrement, on va se voir, et alors c'est comme ça, c'est selon les sujets. J'en ai qui m'appellent, j'ai oh là là, depuis la publication de la décision d'enregistrement, j'ai 10 personnes qui m'ont appelé pour passer des partenariats, je ne sais pas quoi faire. Alors là, peu importe la décision qu'on prend, ouvrir, pas ouvrir, ouvrir un grand réseau, un petit réseau, bon, on peut avoir des avis très clairs là-dessus aussi, c'est pas l'objet du webinaire du jour. En revanche, encore une fois, ça s'anticipe. C'est-à-dire que vous projetiez ou pas
au moment de la demande d'enregistrement, d'avoir un réseau de partenaires, partez du principe que potentiellement, vous pourriez ouvrir votre certification à un réseau et donc il faut en prévoir les modalités d'encadrement. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand quand j'ouvre ma certif à des partenaires, sous quelles conditions, comment est-ce que je les contrôle, ces partenaires, comment est-ce que je m'assure que ce qu'ils font est dans les clous de la certification. On a un décret là, du 6 juin qui nous dit clairement que dorénavant, l'intitulé de la formation qui prépare à la certification doit porter le même nom que cette certification et que toute la communication, quelle qu'elle soit, la communication, les flyers, le site internet, les kakémonos, ce que vous voulez, elle doit être très claire, transparente et citer donc du coup cette certification. Eh bien, vous, en tant que certificateur, comment est-ce que vous assurez de cela? Il n'y a pas une façon de faire, il y en a certainement plusieurs, mais comment est-ce que vous en assurez? Est-ce que vous faites des contrôles réguliers? Est-ce que vous faites des audits? Est-ce que... Voilà. Et donc, tout ça, ça doit être clairement pensé, prévu. Petite remarque de Sabine, tout à fait d'accord. L'articulation entre ce qui est enregistré et ce qui évolue n'est pas simple. Non, parce qu'en fait, c'est mouvant. Donc, il ne faut pas hésiter à se mettre des... finalement, c'est un peu comme quand on prépare un audit Calliope sur l'aspect formatif, on se dit... s'il n'y avait pas ces audits, peut-être qu'on repousserait l'échéance. Non, moi, je le ferai plus tard, j'ai d'autres priorités, là, j'ai des clients à gérer, à traiter, etc. Là, disons qu'il faut se poser des échéances dans le calendrier et faire des bilans. Voilà, sur les X mois écoulés, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce qui s'est passé, sur les temps de données récoltées, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça n'a pas un impact. Mais oui, je suis totalement d'accord, c'est pas simple. Par contre, ce qui est simple, c'est de décider quand est-ce qu'on va, comment et quand est-ce qu'on va encadrer cela. Et après, on en revient toujours au même. On a dit qu'on le faisait, alors on le fait. Et on voit un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, quand vous faites des réunions comme ça, alors appelons ça comme conseil de perfectionnement ou autre, tout ça devrait donner lieu à un compte-rendu. Vous savez, en qualité, on dit l'élément de preuve, c'est ce qui est tracé. Faut tracer les éléments. Les comptes-rendus sont hyper précieux pour l'élaboration des renouvellements ou des futurs dossiers. Parce que c'est dans ces comptes-rendus qu'on va aller pouvoir puiser l'histoire de comment a évolué la certification. Il est d'ailleurs parfois pas inintéressant de fournir ces comptes-rendus au dossier. Voilà. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut garder en tête. Procédure d'assurance qualité, garantir l'application des règles décrites. Ouh là là, je regarde l'heure, mais en fait, je parle, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va tenir les timings. Alors, par qui sont appliquées les règles qui ont été définies? On l'a compris, par tout le monde. Donc, par les collaborateurs au sein de l'organisme certificateur, par les membres du jury, par les partenaires habilités, mais aussi par les candidats. Et si, parmi tout ce petit monde, si parmi les parties prenantes, il y en a qui dérogeraient volontairement ou pas à la règle, eh bien, on pourrait faire des petits rappels à l'ordre ou carrément se séparer de ces personnes parce que les règles sont faites pour être respectées. Et voilà, on ne peut pas se permettre de prendre des libertés avec ces règles-là. Après, si on estime que ces règles doivent évoluer, pour quelle qu'en soit la raison, c'est également possible. Mais après, attention, c'est soit quelque chose qu'il va falloir porter à la connaissance de France Compétences, soit les intégrer dans le prochain dossier au moment du renouvellement en disant, voilà, là, il y a une évolution, on a fait évoluer certaines choses parce que c'était nécessaire, parce que le référentiel a évolué, etc. etc. C'est difficile de faire quelque chose de générique parce qu'il y a autant de cas de figure, je crois, que de dossiers. Voilà, donc encore et toujours, tout ceci n'est pas qu'une simple déclaration. L'utilité de la démonstration de l'application de ce qu'on a dit doit être faite. Et ça, alors, ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Quand je dépose un premier dossier, alors surtout pour du RS, mais maintenant, je crois qu'on va me la poser de moins en moins, cette question, depuis le fameux décret. Est-ce qu'on est obligé de démontrer à France Compétences qu'on a formé et évalué des gens? Oui, on doit le faire. On doit le faire et on doit le faire justement dans le respect de la procédure d'assurance qualité que l'on a formulée. Donc,
petit conseil, quand vous entrez dans un projet de construction d'une certification, rédigez de manière claire et nette cette documentation relative au process qualité voilà, de la certification pour pouvoir les mettre en œuvre et surtout pour vous assurer que ce n'est pas une usine à gaz. Parce que parfois, on veut mettre plein de choses sur le papier, on dit oui, on va faire ça, on va cadrer ça, on va vérifier ça de telle manière. Et dans les faits, on se rend compte que c'est totalement infaisable. Donc, il faut quand même, et c'est une espèce de travail d'équilibriste en disant il faut à la fois une procédure qui soit quand même bien présente, bien cadrée, mais en même temps qui n'entrave pas le fonctionnement de la vie du certificateur. Bon. Chez vous, Sophie, est-ce que ça... Oui, je pense à quelque chose que je suis en train de formaliser justement des schémas avec Canva, hein, tout simplement. Parce que sur le dossier, tout est écrit sous forme soit textuelle, sous forme de tableau et tout ça. Mais de produire des éléments visuels, ça permet en fait de voir un petit peu tout le cheminement de la certification, à quel moment on doit envoyer tel document, produire tel document avec le candidat, tout ça. Et le fait de le faire sous forme de schéma simple, ça permet pour nous, mais aussi pour les partenaires aussi, quand on transmet certaines choses, c'est plus buvable, entre guillemets, si je peux me permettre, qu'un règlement procédure, moi, elle fait 75 pages. Le règlement en fait 41. Donc, je suis à peu près sûre que même si je les fournissais, personne ne les lirait. Et donc, de les simplifier comme ça, quand même, oui. ça aide beaucoup. Totalement, oui. Faut pas que ça fasse peur. Hein. C'est pas, et inversement, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pages que ça en fait une bonne procédure. Voilà. C'est comme les notes d'opportunité. Finalement, c'est comme tout le dossier. C'est pas le volume qui compte. Hein. C'est vraiment ce qu'on met à l'intérieur et ce qu'on anticipe. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ce qu'on allait faire, qu'on a fait ce qu'on a dit, et qu'on présente tout ça à France Compétences, c'est très rassurant, à la fois pour l'instruction et la commission, de dire, oui, en fait, tout a été anticipé, tout a été mis en œuvre, tout a fonctionné. Donc, on coche finalement, là encore une fois, plusieurs critères dans le cadre des demandes d'enregistrement, que ce soit l'un ou l'autre répertoire. Voilà, donc très important. Hop, voilà. Alors, c'est bien beau d'avoir des procédures, mais en qualité, quand on a des procédures, on s'assure aussi qu'elles fonctionnent. Voilà. Et pour s'assurer qu'elles fonctionnent, il ne faut pas hésiter aussi régulièrement à faire des contrôles. Hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, c'est envers soi-même, envers sa propre organisation, et aussi, et surtout, quand on a un réseau de partenaires. Donc ça peut être mis en œuvre de différentes manières. Bon, pourquoi pas des audits internes et externes. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à mobiliser quelqu'un de l'extérieur pour vous auditer. Ça peut être aussi, parfois, j'ai observé ça chez certains certificateurs, un échange de bons procédés entre deux certificateurs qui s'auditent l'un l'autre. Hein, et du coup, qui vont réfléchir ensemble. Ah ouais, toi, tu fais ça comme ça, moi, je fais ça comme ça. Tiens, je vais faire évoluer mon process, c'est une bonne idée. Ah non, chez moi, c'est pas tout à fait adapté. Bon, bref, voilà. Ça permet aussi de tracer les dysfonctionnements. Quand on met le doigt sur un dysfonctionnement qui revient de manière régulière, une fois, deux fois, trois fois, c'est que là, il y a peut-être un vrai problème à résoudre. Bon, après, quand c'est des petites choses, voilà, quand il y a des remontées en disant oh, le jury, il n'était pas sympa. Oui, bon, ça, c'est un jugement de valeur. Enfin, on va dire, c'est pas... Mais si plusieurs fois on a des retours d'insatisfaction quant à un même jury sur un point très précis. Ou une durée d'examen, par exemple, qui ne serait pas adaptée à l'examen qui a été présenté. Je pense à ça, par exemple. Oui, ça pourrait, effectivement. Donc là, attention. Et donc là, on va mettre en place des actions correctives. Calliope revient, Calliope, mais en fait, c'est tous les référentiels qualité, pardon, quels qu'ils soient, que ce soit ISO ou autre. Voilà, on a ce même vocable. J'identifie une non-conformité, je fais une action corrective. Enfin, voilà, c'est des choses après, presque des automatismes qu'on prend. On va mesurer un peu les écarts aussi, pourquoi pas, avec les objectifs qu'on s'est fixés. Si je me dis, tiens, je vais faire passer 50 personnes dans l'année en évaluation certificative et que je me mets pour objectif d'avoir à minima 90% de réussite. Je ne vais pas parler de réussite, je vais parler de présentation, parce que ça, c'est un sujet qui est très touchy. Je forme 100 personnes, voilà, je parlais comme ça, je forme 100 personnes et il faut que j'ai 100 personnes qui se présentent à l'examen. Surtout quand on mobilise le CPF, on est censé...
Et là, j'en ai que 50 sur 100 qui se sont présentés à l'examen. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour, sur les sessions suivantes, réduire cet écart? C'est hyper important, ça aussi, pour le maintien de la certification. Donc, est-ce que je vais engager une communication plus claire? Et tout ça, encore une fois, c'est en s'appuyant sur le process qualité qu'on met en place qu'on va pouvoir améliorer la performance de la vie de la certification. Voilà. Le conseil de perfectionnement, c'est aussi un moyen à la fois de suivi et de contrôle de ce qu'on a émis dans notre procédure d'assurance qualité. Et évidemment, voilà, comme on l'a dit, que ce soit des actions correctives ou autres, on va mettre en place un plan d'action, des actions concrètes. Et donc, admettons, on s'est réunis, on a décidé des choses, on fait un compte-rendu, on trace et on dit voilà ce qu'on va faire, comment on va le faire, qui va le faire, pour quand, et puis on va pouvoir suivre aussi ce plan d'action. Là, je vais au-delà de la procédure d'assurance qualité, mais c'est pour, j'espère être claire dans mes propos, c'est pour donner la mesure de tout ce qui peut découler de cette procédure d'assurance qualité. Il y a une question sur le chat, sur les évolutions ne sont pas à mettre tout de suite en place, mais à prévoir en préparation du futur renouvellement, c'est cela? Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Ça dépend des sujets. Quand il y a des évolutions qui doivent tout de suite être mises en place parce que ça conditionne aussi le bon fonctionnement de la certification, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre 3 ans pour les mettre en place. Selon la nature de ces modifications, j'entends par là notamment, je ne sais pas si ça avait un impact sur la manière d'organiser les épreuves, peut-être sur certains critères. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Donc je suis désolée pour la réponse un peu vague, mais selon la nature de ces évolutions, autant faire évoluer le document, prendre contact via son compte CertifPro, enfin je vais y arriver, sur France Compétences, dans son espace France Compétences, je vais dire, voilà, pour faire une déclaration finalement de modification documentaire en disant voilà ce que j'ai, en tout cas moi c'est ce que j'ai pour habitude de faire avec les certificateurs que j'accompagne, c'est quand il y a vraiment une modification majeure en cours de route, on sollicite France Compétences, on dit il y a cette modification et on nous fait un retour en disant oui, ok, c'est bon, c'est enregistré ou potentiellement non. Bon, j'ai jamais eu le cas de figure, on nous a dit non parce que c'est pas non plus des évolutions faramineuses, mais voilà, de simplement faire en cours de route ce changement pour que ce soit ok et que ce soit effectif tout de suite. Voilà, tout simplement. Après, selon encore une fois, la nature de cette modification, autant attendre le renouvellement parce que c'est pas, si on n'est pas sur des vraies grosses questions de fond, c'est pas forcément nécessaire. Bon, j'aurais tendance à dire, on estime ça un petit peu au cas par cas. On arrive doucement sur la fin de notre webinaire. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les poser. On n'a pas répondu à la première question de Sabine, non, sur le fait de divulguer la procédure d'assurance qualité en externe, pardon. Oui, alors oui, pardon, excusez-moi, je pensais y avoir répondu. Donc, la procédure d'assurance qualité, moi, j'aurais tendance, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. C'est quelque chose qui reste en interne. Voilà. Par contre, le règlement des épreuves, ça, c'est quelque chose qui a vocation à être diffusé. Donc après, à voir. Est-ce que c'est diffusé sur demande? En tout cas, ça doit être diffusé au candidat. Ça, il faut qu'il soit au courant de ce que je disais tout à l'heure. À quelle sauce est-ce que je vais être mangé le jour de l'examen? Certains le mettent à disposition aussi sur leur site internet. Bon, je ne pense pas que ce soit très, très courant. Mais en tout cas, voilà, ça doit être disponible sur simple demande parce que, encore une fois, une certification, c'est ouvert à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ouvert aux cibles professionnelles concernées par la certification, donc ça doit pouvoir être accessible à tout moment. Donc, mais finalement, si on fait le bilan entre ce que moi j'appelle procédure d'assurance qualité et règlement d'évaluation, des choses assez similaires. C'est simplement en termes de formulation, ça va être orienté par rapport au public à qui ça s'adresse, tout simplement. Est-ce qu'il est possible, je me dis qu'elle a peut-être pensé ça dans sa question, et parce que moi j'avais cette même interrogation, de sortir des éléments du règlement des épreuves d'évaluation pour en faire un espèce de condensé
où il y a vraiment les éléments qui sont uniquement à destination des candidats, du public en général, et de pas tout, parce que c'est vrai que dans le règlement des épreuves, il y a peut-être des choses qui sont pas. Ouais, et puis qui sont le tout, c'est de ne rien omettre. Concerne pas directement, en tout cas, ceux qui passent les épreuves, en fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, j'aurais tendance à dire oui. Alors, encore une fois, attention, hein, c'est pas parce que je dis oui que c'est France Compétences qui a dit oui. Hein, voilà, faut bien recadrer la chose. Mais oui, ça me paraît très clair puisque, alors, le tout étant de ne rien omettre et surtout de ne rien transformer. Voilà, encore une fois, faut pas être dans la contradiction. Mais oui, encore une fois, le tout, on est toujours dans cette logique en qualité d'exhaustivité et de transparence. Voilà. Donc, dès lors qu'on respecte ça. Voilà, on est dans les clous. Okay. On a fait le choix d'un guide de l'étudiant qui présente les modalités et règles d'attribution. Donc là, j'imagine que si on parle d'étudiant, c'est qu'on est sur de la formation initiale. Donc, ok, pourquoi pas. Ce qui est sur le site de France Compétences est repris. Ben oui, donc très bien. Voilà. Ok. Et alors, vous voyez, là, typiquement, ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a autant de façons de faire que de certificateurs parce que parfois, ça se prête à différentes façons. Est-ce qu'on le fait en version papier, en version en ligne? Est-ce qu'on l'envoie par mail? Et sur les contenus, le tout, encore une fois, c'est qu'on soit dans l'exhaustivité, la transparence et qu'on ait anticipé tous les cas de figure. Ça, c'est clair. Midi, on est bien. on est bien sur le timing. Pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin, les petits ateliers pratiques, voilà, bon, on en est déjà à planifier ceux du second semestre. On va reprendre les ateliers qu'on a déjà fait sur les référentiels de compétences, la note d'opportunité, les procédures d'assurance qualité, règlement d'éval. On fait aussi sur les docs complémentaires exigés par France Compétences. Enfin, voilà. Et on prend petit bout par petit bout et on travaille sur les masses documentaires en petits groupes. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est très riche, c'est très intéressant. Et puis après, on fait un petit suivi voilà, dans des groupes ouverts sur WhatsApp pour ceux qui ont envie d'échanger et de poursuivre les échanges post-atelier. C'est des ateliers de 3h30, hein, voilà. Mais on travaille sur vos sujets à vous, autant que possible. Donc, si vous avez envie de partager vos sujets, vous pouvez, ou alors je prends des cas d'école et on travaille sur des documents enfin, voilà, que je mets à disposition. Tac. Je regarde dans le chat, voilà. Eh bien, merci à vous. J'espère que ce webinaire aura été éclairant. N'hésitez pas, si vous avez des questions à adresser à Sophie ou à moi-même, à me les envoyer par mail. Et puis, voilà. Parfois, ça prend 2-3 jours, mais on y répond toujours très volontiers. Et bien, il me reste à vous remercier, Sophie, pour votre présence, pour votre expérience, pour votre retour d'expérience. Avec plaisir. Et à remercier tous nos participants du jour. Merci à tous. Bon appétit, bonne journée. Au revoir.